Je suis rentré du travail, pour trouver mon frère et sa femme à l'intérieur de ma maison, en train de discuter des rénovations, une fois qu'elles seraient à eux. Puis, mes parents ont exigé que je lui cède la maison. J'ai refusé, et j'ai porté plainte. Je n'aurais jamais pensé me battre contre ma propre famille, pour une maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Mais, nous y voilà. J'aimerais pouvoir inventer tout ça, mais ils ont bel et bien essayé de me voler ma maison. Commençons par le début. J'ai 38 ans, je suis un homme, et j'ai grandi dans une maison où la dynamique était claire. Mon frère aîné, Nat, 41 ans, était l'enfant chéri. Le premier-né, l'héritier de tout. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher ce fait. Ils disaient, juste devant moi, Nat héritera de la maison familiale, de l'argent, de tout. Leur raisonnement? Il est né le premier. C'était, littéralement, tout. J'ai toujours été l'enfant de second plan. Celui qui était censé accepter, sans rien dire, que Nat obtienne le meilleur en tout. Pendant des années, j'ai vu cela se produire. Nat a eu la plus grande chambre, la voiture pour son 16e anniversaire, et ses études universitaires entièrement payées. Moi, j'ai eu droit à des prêts étudiants, et à une carte de bus. Mon ami Rick a vu ce manège, depuis que nous sommes au collège. Tes parents agissent comme si Nat avait décroché la lune, et que tu n'étais qu'un gamin du quartier, un parfait inconnu, me disait-il. Il n'avait pas tort. Ce schéma s'est poursuivi, à l'âge adulte. Lorsque Nat s'est marié avec sa femme, Karen, mes parents leur ont fait un cadeau de 30 000 €, pour la compte de leur première maison. Quand j'ai demandé une aide similaire, 4 ans plus tard, j'ai eu droit à un sermon, sur la responsabilité financière et sur la nécessité de se débrouiller seul. Le parcours professionnel de Nat a été tout aussi béni. Après l'université, mon père a usé de ses relations, pour lui obtenir un poste de direction, dans l'entreprise de construction de son ami. Aucune expérience requise. Pendant ce temps, moi, je commençais tout en bas de l'échelle, dans une société informatique, gravissant les échelons à force de certification, et de nuits blanches. Mon père ne m'a même jamais demandé ce que je faisais dans la vie, avant que je n'exerce ce métier depuis 3 ans. Passons à l'année dernière. J'ai finalement économisé assez d'argent, pour acheter ma propre maison, après des années à me tuer à la tâche. Un T4, dans un quartier que j'aimais. La maison nécessitait des travaux, mais j'ai passé 6 mois à la refaire, exactement comme je la voulais. Nouvelle cuisine, parquet rénové, et un garage converti en salle de sport. Cet endroit était à 100% à moi. Acheté avec l'argent que j'avais gagné, grâce à 15 années de semaines de 60 heures, et à une épargne agressive. J'avais l'impression d'avoir enfin fait quelque chose, qui était juste pour moi. Mon nom sur un acte de propriété. Mes règles, ma vie. Sans aucune attache familiale. C'est, du moins, ce que je pensais. Environ 2 mois après mon emménagement, mes parents se sont invités à dîner. Mon père a tout inspecté, comme s'il était un contrôleur du bâtiment, faisant de petites remarques, sur le travail d'amateur de mes rénovations. Ma mère, elle, n'arrêtait pas de me demander si je me sentais seul, dans une si grande maison pour une seule personne. Après le dîner, ils m'ont fait asseoir, avec ces expressions sérieuses, que je me rappelais des sermons de mon enfance. Mon fils, a commencé mon père, ta mère et moi avons discuté de la situation de ta maison. Nous pensons qu'il serait plus logique, que Nat reprenne la propriété. Je l'ai juste dévisagé. Pardon? Ma mère a enchaîné. Nous essayons juste de bien gérer les actifs familiaux. Nat a des enfants, qui ont besoin d'espace. Toi, tu es célibataire. C'est la solution la plus pratique. Mais, de quoi diable parlez-vous? C'est ma maison, ai-je dit. Je l'ai achetée avec mon argent. Il n'y a aucune situation à discuter. Mon père s'est penché en avant, utilisant sa posture d'intimidation, qui fonctionnait quand j'avais 10 ans, mais plus maintenant. Nous n'essayons pas de te la prendre. Il s'agit de l'unité familiale. Nat te laisserait, bien sûr, rester ici, jusqu'à ce que tu trouves un endroit plus petit. Avant que je puisse répondre, Nat est entré, depuis la cuisine, où il avait apparemment écouté toute la conversation. Il avait cet air suffisant, qu'il arbore depuis notre enfance. Ne le prends pas personnellement, mon frère, a-t-il dit. C'est juste une question de bon sens, pour la famille. Tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. Je me suis levé.
c'est ma maison. Je ne signerai rien, ni pour toi, ni pour personne d'autre. Fin de la discussion. La température, dans la pièce, a chuté d'environ 10 degrés. Mes parents ont échangé ce regard, qu'ils se lancent toujours, quand je ne rentre pas dans le rang. Ils sont partis peu de temps après. La soirée, clairement gâchée pour eux. J'ai passé la nuit à faire les 100 pas dans ma maison, à moitié convaincu d'avoir halluciné toute la conversation. Quel genre de famille vous demande de renoncer à votre maison? Quel genre de frère pense que c'est une demande raisonnable? Le sentiment de supériorité était si absurde. J'ai éclaté de rire, tout seul dans ma cuisine à minuit, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, j'ai appelé Rick. La seule personne qui comprenait vraiment la dynamique de ma famille, parce qu'il en avait été le témoin direct, pendant des décennies. Mec, je crois que ma famille a perdu la tête, lui ai-je dit, en lui racontant la conversation de la veille. Honnêtement, je ne suis même pas surpris, a répondu Rick. Ton frère a toujours pensé que tout ce que tu avais, lui revenait de droit. Tu te souviens, quand il a essayé de te prendre ta première voiture? Je m'en souvenais, en effet. J'avais économisé pendant 2 ans, en travaillant dans une épicerie, pour m'acheter une voiture d'occasion, à 18 ans. Nat venait de démolir sa deuxième voiture, celle que mes parents lui avaient achetée après qu'il ait détruit la première. Et, soudainement, il s'est mis à dire qu'il avait besoin de la mienne, pour son travail. Mes parents l'avaient soutenu, bien sûr. Je n'ai gardé la voiture, qu'en menaçant d'abandonner l'université, et de déménager à l'autre bout du pays. Oui, mais là, c'est différent, ai-je dit. C'est ma maison. Comment ont-ils pu penser, une seule seconde, que j'allais simplement la leur céder? Parce que tu ne leur as jamais vraiment tenu tête, auparavant, a souligné Rick. Pas pour de bon. Tu t'es plaint. Tu as argumenté. Mais à la fin, tu venais toujours pour les fêtes. Tu as toujours fait bonne figure. Ils pensent que tu vas céder, cette fois aussi. Il avait raison. J'avais passé des décennies à ravaler mon ressentiment, au nom de la paix familiale. Cette fois-ci, ce serait différent. Après cette visite, les choses ont dégénéré, plus vite que je ne l'avais prévu. Ma mère a commencé à m'envoyer constamment des textos, pour me faire culpabiliser. Une famille devrait se soutenir. Les enfants de Nat méritent un foyer stable, pourquoi es-tu si égoïste? Mon père, lui, appelait, pour me faire des discours sur la responsabilité, envers le nom de la famille, et sur la nécessité de penser au-delà de soi-même. Ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, et tout aussi imbue d'elle-même, a commencé à m'appeler aussi. Ton cousin a donné sa première maison, à son frère aîné, quand il s'est marié. C'est ça, la famille, m'a-t-elle sermonné. Je lui ai rappelé, que son fils avait reçu une maison en cadeau, de la part de son grand-père. Ce n'était donc pas exactement la même situation. Elle m'a raccroché au nez. Nat était le pire de tous. Il a commencé à se présenter sans prévenir, avec sa femme Karen. Une femme qui est l'équivalent humain, de la coupe de cheveux, je veux parler aux responsables. Il se promenait dans ma maison, en pointant du doigt des choses, discutant de ce qu'ils changeraient, une fois que ce serait à eux. Ce mur devrait tomber, disait Karen, en tapotant le mur de mon salon. Nous avons besoin d'un espace ouvert, pour recevoir. Les premières fois, j'ai essayé de rester civil. Je leur rappelais que c'était ma maison, et que je ne la vendais, ni ne la transférais. Ils se contentaient de sourire, et de hocher la tête, comme si j'étais un enfant faisant une crise de colère. Nous comprenons que tu sois attaché à cet endroit, disait Karen, de son ton condescendant. Le changement, c'est difficile. Leurs enfants, de 8 et 10 ans, tous deux pourris gâtés, couraient partout dans ma maison. Ils sautaient sur les meubles, salissaient mes nouveaux parquets avec de la boue, et touchaient à mes affaires. Pendant ce temps, Nat et Karen ne faisaient rien pour les arrêter. Les enfants, restent des enfants, disait Nat, chaque fois que je lui faisais remarquer leur comportement. Comme si la destruction de biens, était une force de la nature inévitable. Puis, un samedi, je suis rentré de la salle de sport, pour trouver le SUV de Nat garé dans mon allée. Et leur famille, à l'intérieur de ma maison. Ils avaient utilisé la clé de rechange, que je gardais sous un rocher, pour les urgences. On était juste dans le quartier, a dit Nat nonchalamment. Pendant que ses enfants, étaient littéralement en train de dessiner sur le mur de ma salle à manger, avec des marqueurs.
Fais sortir tes enfants, et dégagez, ai-je ordonné. Maintenant. Karen m'a lancé son regard signature, celui d'une indignation bien rodée. Ils ne font que jouer. Ne sois pas si coincé. J'ai repris ma clé, et j'ai changé les serrures cet après-midi-là. Rick est venu m'aider, et il n'en revenait pas de ce qui se passait. Mec, c'est un niveau de sans-gêne supérieur, a-t-il dit, pendant que nous installions de nouveaux verrous. Documente tout. Suivant son conseil, j'ai installé des caméras de sécurité, couvrant chaque point d'entrée de ma maison. Et j'ai commencé à tenir un registre, de chaque interaction. L'incident le plus grave, s'est produit environ 3 mois après l'achat de la maison. Outre la maison, ma fierté et ma joie, c'était ma Dodge Dart Swinger de 69. Une voiture de collection, un classique, vert métallisé, avec le V8 340 d'origine. J'avais passé 2 ans à la restaurer. D'innombrables week-ends, des nuits tardives dans le garage, et des milliers d'euros en pièces. J'avais fait la plupart du travail moi-même, de la reconstruction du carburateur, à la réfection de l'intérieur. Cette voiture représentait des milliers d'heures de ma vie. J'étais dans la cuisine, quand j'ai entendu un étrange bruit de raclement, provenant de l'allée. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu Tyler, le fils de 10 ans de Nat, traîner délibérément un rocher, le long du côté passager de ma Dart. Il gravait une profonde rayure, du phare au feu arrière. Je suis sorti en courant, le sang bouillant. Mais, qu'est-ce que tu fous, bordel? Ai-je hurlé. Le gamin m'a regardé, avec ce petit sourire narquois. Le même que son père avait toujours eu. C'est juste une vieille voiture stupide, a-t-il dit, en tenant toujours le rocher. Je l'ai perdu. J'ai arraché le rocher de sa main, et je l'ai jeté à travers la cour. Puis, je l'ai poussé. Pas fort, mais assez pour qu'il tombe sur le cul, l'air choqué. Dégage de ma voiture, merde, ai-je crié, les dents serrées. Le gamin s'est mis à pleurer, comme si je lui avais cassé le bras. Nat et Karen sont sortis en courant, suivis de mes parents, qui étaient apparemment à l'intérieur depuis le début. Qu'est-ce qui ne va pas, chez toi, a hurlé Karen, en ramassant Tyler. Ce n'est qu'un enfant. Ton enfant vient de causer 3000 € de dégâts, à ma voiture, ai-je rétorqué, en montrant la profonde entaille dans la peinture, et le métal. Nat s'est avancé, le torse bombé. C'est juste une voiture. Il ne le pensait pas à mal. Tu es aveugle? Il l'a fait exprès. Mon père a posé sa main sur mon épaule. Ce geste condescendant, qu'il a toujours utilisé. Mon fils, tu dois te calmer. Les enfants font des erreurs. Tu ne peux pas faire passer tes biens, avant la famille. J'ai repoussé sa main. C'est exactement ça, le problème avec cette famille. Votre enfant chéri, et sa progéniture, peuvent détruire tout ce qu'ils veulent, et je suis censé l'accepter, sans rien dire. Il a 10 ans, a dit ma mère, consternée. Tu as poussé un enfant par terre. J'ai poussé un vandale, qui détruisait ma propriété, l'ai-je corrigé. Et, où étiez-vous tous, pendant qu'il faisait ça? Assis à l'intérieur, en train de planifier comment prendre ma maison. Ma tante Suzanne, qui avait apparemment aussi été invitée à cette embuscade, est intervenue depuis le porche. C'est pour ça, que tu n'es pas prêt pour les responsabilités. Tu ne peux même pas contrôler ta colère, en présence d'enfants. La famille a fait bloc. Tous me regardaient, comme si j'étais un criminel. Pas un seul d'entre eux, pas un seul, n'a reconnu ce que Tyler avait fait, ou n'a proposé de payer les réparations. Au lieu de cela, ils ont passé l'heure suivante à me sermonner, sur mes problèmes de colère, et sur mon matérialisme. Après leur départ, enfin, je suis resté dans l'allée. Je passais mes doigts, le long de la rayure de ma Dart. 2 ans de travail, endommagés en quelques secondes, par un gamin, qui savait exactement ce qu'il faisait. Et, d'une manière ou d'une autre, c'était moi, le méchant. Je n'ai pas laissé passer, bien sûr. Le lendemain matin, j'ai appelé Nat directement. Je veux 3500 €, pour les dommages sur ma voiture. Une restauration professionnelle coûtera au moins ça. Nat a ri. Tu plaisantes, j'espère? C'est une rayure. Fais-la polir. Ce n'est pas une négociation. Soit tu paies pour les dégâts que ton gamin a causés, soit je dépose une plainte pour vandalisme, et une déclaration à l'assurance, en nommant Tyler. C'est un mineur, idiot.
Il ne se passera rien. En fait, en tant que parent, tu es légalement responsable des dommages qu'il cause. Et j'ai des images de sécurité, qui le montrent le faire, délibérément. Il y a eu une pause. Je te donne 500 €. C'est plus que généreux. 3500 €, ou je dépose la plainte aujourd'hui. C'est toi qui vois. Il a raccroché. 3 heures plus tard, j'ai déposé une plainte pour vandalisme, et une déclaration auprès de ma compagnie d'assurance. En nommant explicitement Tyler, et en documentant le refus de Nat et Karen, de couvrir les dommages. J'ai inclus des déclarations, sur le harcèlement et les intrusions répétées. L'agent qui a pris ma plainte, semblait sceptique au début. Jusqu'à ce que je lui montre les photos des dégâts, et les textos de Nat. Les conflits familiaux sont compliqués, a-t-il dit. Mais les dommages matériels, restent des dommages matériels. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Nat. J'ai reçu ta petite plainte. Bonne chance pour qu'un flic s'intéresse à tes drames familiaux. Tu te ridiculises. Ce n'était pas fini. Loin de là. Puis, environ 4 mois après la demande initiale, Nat s'est présentée avec une carte de mes parents. Elle contenait un message mielleux, sur l'héritage familial. Et à l'intérieur, un arbre généalogique grossièrement dessiné à la main, avec ma maison esquissée sous le nom de Nat. Un post-it disait, signe juste le papier, mon fils. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je l'ai déchiré, devant lui. Fous le camp de ma propriété. Le visage de Nat est devenu rouge. Tu rends les choses plus difficiles, qu'elles ne devraient l'être. On essaie d'être gentil, à ce sujet. Il n'y a rien de gentil, à essayer de voler ma maison. Ce n'est pas du vol, quand c'est la famille, a-t-il dit. Comme si ça avait le moindre sens. Pense à mes enfants. Je pense à tes enfants. Je pense qu'ils ne devraient pas être élevés par des parents, qui leur apprennent qu'il est normal, de prendre ce qui ne leur appartient pas. Il a essayé de me pousser, pour entrer dans la maison, mais j'ai bloqué la porte. Bouge, a-t-il dit, en essayant de paraître menaçant. Fais-moi bouger, ai-je répondu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de me frapper. Ses mains se sont serrées en poing, et son visage est passé du rouge au violet. Mais, il a tourné les talons, et il est parti en trombe, tout en hurlant que je le regretterais. Après ça, les choses sont passées de persistantes à hostiles. Ma famille a complètement fait bloc contre moi. J'étais officiellement le mouton noir, pour avoir eu l'audace de garder ma propre propriété. Mes parents ont complètement arrêté d'appeler. La conversation de groupe familial est devenue silencieuse pour moi. Les projets de vacances m'excluaient. La machine à rumeurs familiale s'est emballée. J'ai appris par un cousin que mes parents disaient à tout le monde que j'étais mentalement instable et que je prenais de mauvaises décisions. Les seuls messages directs que je recevais venaient de Nat. Et ils n'étaient plus subtils. Tu fais une énorme erreur, m'a-t-il envoyé un soir. On peut faire ça, à la manière douce, ou à la manière forte. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste ajouté à mon dossier, qui ne cessait de s'épaissir. Pendant ce temps, les incidents autour de ma maison sont devenus plus fréquents et plus destructeurs. Ma boîte aux lettres a été défoncée. Mon jardin a été piétiné. Quelqu'un a jeté des œufs sur ma porte d'entrée, à 2 reprises. J'ai découvert que mes caméras de sécurité avaient été détournées de leurs angles de vue. J'ai déposé une plainte à chaque fois, constituant un dossier solide. Les agents me reconnaissaient, à la 3e visite, mais les plaintes n'ont pas abouti à grand-chose. Je recevais sans cesse des emails disant « enquête en cours » ou « preuves insuffisantes pour poursuivre ». Le système fonctionnait lentement, si tant est qu'il fonctionnait. Après 2 semaines, un des agents m'a pris à part. « Écoutez, mec, je comprends ce qui se passe ici. Les conflits familiaux sont brutaux. Mais nous avons des ressources limitées, et les boîtes aux lettres défoncées ne sont pas vraiment notre priorité absolue. Donc, je suis juste censé les laisser vandaliser ma propriété, ai-je demandé. Il m'a jeté un regard entendu. Documentez tout. Prenez de meilleures caméras, celles qu'ils ne peuvent pas atteindre, ou altérer. Et envisagez peut-être des options civiles, des ordonnances restrictives, des poursuites judiciaires. Frappez-les là où ça fait mal. C'était un conseil solide. Le lendemain, j'ai installé des caméras plus performantes, montées en hauteur sur la maison,
hors de portée sans une échelle, avec des batteries de secours, au cas où quelqu'un couperait l'électricité. J'ai installé une boîte aux lettres en acier, scellée dans le béton. J'ai ajouté des détecteurs de mouvement, qui m'alerteraient, si quelqu'un mettait le pied sur ma propriété. Un soir, je suis rentré à la maison, pour trouver les enfants de Nat en train de faire du vélo sur ma pelouse. Ils creusaient de profondes ornières dans l'herbe, que je venais de ressemer. Karen était assise dans son SUV, garé de l'autre côté de la rue. Elle les supervisait clairement, mais ne faisait rien pour les arrêter. Je me suis approché de sa voiture. Fais déguerpir tes sbires de ma propriété, maintenant. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Ils ne font que jouer. Ce n'est pas grave. C'est grave. C'est une violation de propriété, et tu le sais. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'est pour ça, que tout le monde pense que tu es instable. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à filmer. Je te demande une dernière fois, de retirer tes enfants de ma propriété. Quelque chose, à propos de la caméra, l'a fait changer d'approche. Elle a appelé les enfants, avec une fausse douceur, puis m'a lancé un regard noir. Nat a raison, à ton sujet. Tu vas le regretter. Cette nuit-là, j'ai appelé Rick. Je crois que je dois creuser plus profondément, pour savoir ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas normal, même pour ma famille. Mon cousin travaille au bureau des archives du comté, a dit Rick. Laisse-moi voir ce que je peux trouver, sur la propriété de tes parents. En attendant les informations de Rick, j'ai décidé d'adopter une approche plus proactive. J'ai vérifié les réseaux sociaux de Nat, et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Pour quelqu'un qui agissait comme si tout allait bien, il y avait des signes subtils de difficultés financières. Les vacances en famille, qu'il planifiait depuis des mois, avaient soudainement disparu de l'Instagram de Karen. La page professionnelle de Nat n'avait pas été mise à jour depuis des semaines. Leur aîné était soudainement à l'école publique, au lieu de l'école privée dont il se vantait. Je me suis aussi souvenu que Nat avait été étrangement vague, au sujet de son entreprise de construction, ces 2 dernières années. Chaque fois que la famille demandait comment ça se passait, il donnait des réponses génériques, sur des plans d'expansion, et de nouveaux projets à l'horizon. Mais je n'avais jamais vu aucune preuve, de ces projets. Quelque chose ne collait pas. Le niveau de désespoir, qu'il montrait pour obtenir ma maison, semblait disproportionné. Nat avait toujours eu un sentiment de supériorité, mais cela allait au-delà. Cela ressemblait à de la panique. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel étrange de ma banque. Le service des prêts hypothécaires voulait vérifier certaines informations concernant une demande récente qui incluait ma propriété. Je n'ai fait aucune demande, ai-je dit à la femme au téléphone. Nous avons une demande de refinancement, avec votre propriété listée comme garantie secondaire. C'est impossible, ai-je dit. Je n'ai rien refinancé. Il y a eu une pause. La demande a été soumise par Thomas et Linda Harrison, vos parents. Mon estomac s'est noué. Ils ne sont pas propriétaires de ma maison. C'est moi. C'est ce que notre processus de vérification a signalé, a-t-elle dit. La documentation soumise ne correspond pas à nos dossiers. J'ai demandé quelle documentation ils avaient soumise. Je ne peux pas partager tous les détails, mais il semble qu'ils aient essayé d'inclure votre propriété, dans le cadre d'un trust familial. Notre processus de vérification a détecté l'anomalie. Après avoir raccroché, j'ai appelé Rick, qui est venu immédiatement, avec un dossier de documents, que son cousin avait obtenu. Ce qu'il a trouvé, a tout changé. Le patrimoine familial, l'héritage que mes parents n'arrêtaient pas de vouloir préserver, était hypothéqué jusqu'au cou. Pas une seule fois, mais 3 fois, au cours de la dernière décennie. Chaque refinancement coïncidait avec une injection d'argent dans les entreprises de Nat. Toutes avaient discrètement fait faillite. L'entreprise de construction de Nat avait fermé il y a 2 ans. Son groupe d'investissement immobilier s'était dissous après un procès dont je n'avais jamais entendu parler. Son bar sportif avait fermé moins de 8 mois après son ouverture. Chaque échec avait été couvert par mes parents, qui prenaient plus d'équité sur leur maison. Il y a plus, a dit Rick en montrant des documents récents. Ils ont 6 mois de retard sur leur paiement. La banque a entamé une procédure de saisie. Soudain, tout est devenu clair. Ils n'en voulaient pas à ma maison,
à cause d'une quelconque tradition familiale. Ils avaient besoin de ma propriété pour les sortir de la ruine financière qu'ils avaient créée en finançant les échecs de Nat. En creusant plus profondément, dans les archives du comté et les documents de prêt accessibles au public, nous avons trouvé quelque chose d'encore pire. Mes parents avaient récemment tenté de contracter un nouveau prêt, en utilisant des documents falsifiés, qui affirmaient qu'ils possédaient ma maison, en tant que propriété secondaire. Le processus de vérification de la banque l'avait détecté. Mais, ils avaient essayé. Voici comment ils ont fait, a dit Rick, en montrant un document notarié. Ils ont créé un faux trust familial, daté d'il y a 3 ans, répertoriant toutes les propriétés familiales, y compris votre adresse, même si vous ne la possédiez pas encore. Ensuite, ils ont tout antidaté, et ont falsifié ce qui ressemble à votre signature, en tant que fiduciaire. Puis, ils ont essayé de déposer un acte de renonciation, transférant leur part de votre maison, pour l'utiliser comme garantie de prêt. La tentative de fraude était documentée noir sur blanc. Ils avaient utilisé mon adresse, les détails de ma propriété, mais avaient remplacé mon nom par le leur, sur les demandes de prêt. Et il y avait la signature de Karen, comme témoin, sur plusieurs des documents. Elle n'était pas juste une spectatrice. Elle était activement impliquée. Je me sentais malade, en lisant les papiers. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de l'incompétence pure et simple de tout ça. Pensait-il vraiment que les banques ne vérifieraient pas la propriété d'un bien? Pensait-il que je ne remarquerais pas, si ma maison faisait soudainement partie de leur garantie? Le désespoir était évident. Armé de ces informations, j'ai contacté une avocate, spécialisée en fraude immobilière. Elle m'a reçu à son bureau la semaine suivante. Elle a pris son temps pour examiner mon classeur de 8 cm d'épaisseur, rempli de preuves, photos, textos, emails, registres de propriété, documents de prêt, et rapports de police. C'est en fait assez simple, m'a-t-elle dit, après avoir tout examiné. Ils ont commis une tentative de fraude au prêt, une usurpation d'identité, et un faux en écriture. Nous avons plusieurs options. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Elle s'est adossée à son fauteuil. Eh bien, l'option nucléaire serait de porter des accusations criminelles. Il pourrait encourir une peine de prison sérieuse, pour le faux et la fraude. La voie civile serait une ordonnance restrictive contre toutes les parties, suivie d'un procès pour dommages et intérêts. Et tentative de vol de propriété. J'ai hoché la tête. Et, si je voulais garder ça, un peu plus contenu? Vous pourriez utiliser cela, comme levier. Menacer d'une action en justice, à moins qu'il ne remplisse certaines conditions. Comme vous laissez, vous et votre propriété, tranquille, de manière permanente. J'y ai réfléchi. Même si j'étais en colère, l'idée de voir mes parents aller en prison, ne me plaisait pas. Non pas qu'ils ne le méritaient pas. Mais parce que cela provoquerait une explosion familiale, qui s'éterniserait pendant des années. Je voulais en finir, pas prolonger les choses. Préparons-nous à toutes les options, lui ai-je dit. Préparez les documents, à la fois pour les accusations criminelles, et pour un procès civil. Mais, ne déposez rien pour l'instant. Je veux d'abord essayer une autre approche. La fois suivante où Nat s'est présenté sans prévenir, mon téléphone m'a alerté, avant même qu'il n'atteigne la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte, avant qu'il ne puisse l'essayer. Encore une violation de propriété, Nat. Coup audacieux. Surtout que j'ai déjà une pile de rapports de police, avec ton nom dessus. Il a essayé de me pousser. On doit parler. J'ai bloqué la porte. Non, on ne doit pas. Tout passe par mon avocate, maintenant. Une avocate? Ne sois pas ridicule. C'est une affaire de famille. Arrête tes conneries. La famille? Mon cul. Vous avez essayé de voler ma maison, et mon identité. La caméra de sécurité enregistre toute cette conversation, au fait. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur traverser son visage. Il s'est retiré vers sa voiture, sans un autre mot. Le lendemain, mon avocate a envoyé des lettres de cessation et d'abstention formelles, à mes parents, à Nat et Karen, et à ma tante Suzanne. Les lettres détaillaient les preuves que nous avions recueillies, et avertissaient que tout contact, ou toute intrusion supplémentaire, entraînerait une action en justice immédiate. La réponse a été rapide. Ma mère a appelé en larmes,
prétendant qu'il n'avait jamais voulu faire de mal. Mon père a envoyé un email plein de fanfaronnades, disant que je surréagissais. Nat ne m'a pas contacté directement. Mais j'ai entendu, par un autre cousin, qu'il disait aux gens que j'avais perdu la tête, et que j'inventais des mensonges sur la famille. Aucun d'entre eux n'a nié la tentative de fraude. Pas un seul. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de groupe de ma mère. Réunion de famille, dimanche, 14 h. Présence obligatoire. J'ai passé les 4 jours suivants à organiser mes preuves avec mon avocate. Nous avons compilé un classeur, avec des intercalaires, documents de propriété, chronologie du harcèlement, fraude financière, vandalisme. Chaque texto, email et photo, soigneusement arrangé et horodaté. Je me suis présenté, avec Rick qui attendait dans sa voiture, un peu plus loin dans la rue, en renfort. Toute la famille était là. Mes parents, Nat et Karen, leurs enfants, ma tante Suzanne, et quelques cousins, clairement amenés en renfort. Mon père a commencé par son discours patriarcal habituel, sur l'unité familiale et le respect. Ma mère a suivi, avec des commentaires larmoyants, sur la façon dont je déchirais la famille, avec mon égoïsme. Je les ai laissés finir. Puis, j'ai posé mon épée classeur sur la table. Je sais pour les hypothèques, ai-je dit calmement. Je sais pour la tentative de fraude au prêt, en utilisant ma propriété. Je sais pour la procédure de saisie. Je sais tout. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Nat s'est vidé de sa couleur. Ma mère a arrêté de sangloter, en plein milieu. J'ai reçu un appel de la banque, ai-je poursuivi. Ils sont très intéressés par les demandes de prêts falsifiés, avec ma propriété listée comme garantie. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Tout ça n'est qu'un malentendu. 3 hypothèques, pour financer les entreprises ratées de Nat, ce n'est pas un malentendu, les jeux coupés. Falsifier des documents, pour obtenir un prêt en utilisant ma maison, ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude. Nat s'est levé, en me pointant du doigt. Espèce de petit ingrat. Assieds-toi, ai-je dit, sans élever la voix. Je n'ai pas fini. J'ai déjà déposé une plainte, pour le vandalisme de ma voiture. J'ai documenté chaque intrusion, chaque menace, chaque violation. J'ai un dossier long d'1 kilomètre, et je suis prêt à porter plainte, pour tout ça. La sonnette a retenti, interrompant mon discours. Mon père a semblé soulagé par la distraction. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre, et que mon oncle Robert entre. Le frère de mon père, qui s'était tenu à l'écart des drames familiaux pendant des années, avait l'air sombre. « Désolé, je suis en retard », a-t-il dit, puis il a regardé directement Nat. « J'ai reçu ton message, disant que tu avais besoin de plus d'argent. Mais j'ai pensé qu'il serait préférable d'en discuter ici. » Les yeux de Nat s'écarquillèrent. « Oncle Rob, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. »« Je pense que c'est exactement le bon moment, et le bon endroit, » a terminé l'oncle Robert. « Je t'ai prêté 85 000 € au cours des 4 dernières années. De l'argent que tu m'as juré être pour ton entreprise. De l'argent que tu as promis de rembourser. Maintenant, j'apprends que tu as emprunté de l'argent à une demi-douzaine d'autres personnes. Y compris. En essayant d'utiliser la propriété de ton frère comme garantie, à son insu. » La pièce a explosé. Mes parents ont essayé de parler, par-dessus l'oncle Robert, mais il a élevé la voix. Je suis resté silencieux trop longtemps, à ce sujet. Votre petit prodige, ici présent, a monté un système de Ponzi familial, à lui tout seul, pendant des années. Je me suis tu, parce que ton père m'a supplié de le faire. Il a dit que ça détruirait la famille, si ça se savait. Mais trop. C'est trop. Il s'est tourné vers moi. J'aurais dû te prévenir, il y a des années, de ce qui se passait. Nat bafouillait, essayant de reprendre le contrôle du récit. Oncle Rob exagère. J'ai eu quelques problèmes de trésorerie. Tu as des problèmes de trésorerie depuis une décennie, a interrompu l'oncle Robert. Tu n'as jamais remboursé un centime, à qui que ce soit dans cette famille. Tes entreprises échouent, parce que tu siphonnes tout l'argent, dans tes comptes personnels. J'ai vu les registres. Ma mère était blanche comme un linge, maintenant. Elle regardait Nat, puis l'oncle Robert, comme si elle assistait à un match de tennis. Je me suis retourné vers mes parents.
J'ai deux options pour vous tous. Option 1, je dépose des accusations formelles. Fraude au prêt, usurpation d'identité, tentative de vol de propriété, vandalisme criminel, harcèlement. La banque gèle tous les comptes, pendant qu'elle enquête. La maison est immédiatement saisie. Nat et papa risquent probablement des poursuites pénales. Tante Suzanne a halté. Karen s'est mise à pleurer. Option 2, ai-je continué? Vous me laissez tous, complètement tranquille. Pas d'appel, pas de visite, pas de texto. Fini les discours sur la tradition familiale, fini les exigences. Ma maison reste la mienne, et vous restez tous loin d'elle, et de moi, pour toujours. Tu ne peux pas simplement couper les ponts, avec ta famille, a dit ma mère. Mais sa voix avait perdu son ton manipulateur. Regarde-moi faire, ai-je répondu. Je vous donne jusqu'à demain, pour décider. Si je n'ai pas de nouvelles, indiquant que vous avez choisi l'option 2, je considérerai que vous voulez l'option 1. Je me suis levé pour partir. Nat m'a bloqué le passage. Tu te crois si malin, a-t-il sifflé. Tu as toujours été jaloux. J'ai ri, à son visage. Jaloux de quoi? De tes entreprises ratées? De ta montagne de dettes? De ton incapacité à subvenir aux besoins de ta famille, sans que papa et maman ne te sauvent la mise. Bouge. Alors que j'atteignais la porte, mon père a crié, mon fils, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je me suis retourné. Vous avez eu des années, pour arranger ça. Vous avez choisi Nat, à chaque fois. Maintenant, je me choisis moi-même. L'oncle Robert m'a suivi dehors. Je dépose ma propre plainte contre Nat, a-t-il dit doucement. J'ai des chèques annulés, des reconnaissances de dettes, tout. J'aurais dû le faire il y a des années. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé. Loyauté familiale, a-t-il dit, avec un rire amer. La raison la plus stupide au monde, pour laisser quelqu'un vous voler à l'aveuglette. Alors que nous marchions vers nos voitures, il m'a tendu un dossier. Ce sont des copies de chaque prêt, que j'ai accordé à Nat, avec les dates, et ses promesses de remboursement. Utilise-les, si tu en as besoin. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu aujourd'hui. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de ma mère. Nous choisissons l'option 2. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais moi, j'ai choisi l'option 1. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai contacté mon avocate, et je lui ai demandé de lancer la procédure. En déposant la documentation, sur la tentative de fraude, auprès de la banque. Une plainte civile, pour les dommages à ma voiture, contre Nat et Karen en tant que parents. Et une demande d'ordonnance restrictive, contre la famille immédiate. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, a demandé mon avocate. Ils ont accepté vos conditions. Ils ont déjà accepté des choses, par le passé, lui ai-je répondu. Je ne prends aucun risque, cette fois-ci. Déposez tout. Après ça, les choses se sont calmées pendant un moment. Je vérifiais ma boîte aux lettres, en attendant les dates d'audience, ou les réponses au dépôt. Mais le système judiciaire, avance à son propre rythme. Les semaines se sont transformées en mois. La vie a continué. Je me suis investi à fond dans mon travail, acceptant des projets supplémentaires. Et je me suis forgé la réputation, du gars qui pouvait résoudre les problèmes, que personne d'autre ne voulait toucher. La promotion que je visais depuis 2 ans, est finalement arrivée. Architecte senior, avec une augmentation de salaire de 20%, et des options sur action. Mon patron a cité mon approche méthodique, des problèmes complexes, comme raison. Si seulement il savait, à quel point je m'étais entraîné. Je me suis aussi concentré sur ma maison, terminant toutes les rénovations que j'avais prévues. Nouveau toit, plomberie mise à jour, domotique partout. L'endroit devenait exactement, ce que j'avais imaginé. 4 mois après notre confrontation, j'ai reçu une enveloppe Kraft ordinaire par la poste. À l'intérieur, un jugement pour les dommages à la voiture. 3 500 €, plus 800 € de frais de justice. Nat et Karen ont été condamnés à payer. Mais le jugement n'était pas assorti d'un mécanisme d'exécution. Recouvrer la somme serait une autre bataille. À peu près à la même époque, j'ai entendu dire, par le bouche-à-oreille familial, que l'oncle Robert avait gagné son procès contre Nat. Un jugement de 85 000 €,
plus les intérêts et les frais de justice. Nat avait apparemment essayé de prétendre que l'argent était un cadeau. Mais la documentation méticuleuse de l'oncle Robert a prouvé le contraire. Selon mon cousin Dave, Nat s'était présenté au tribunal, sans être préparé, s'attendant à ce que le lien familial le sauve. Ça n'a pas été le cas. J'ai appris, par le même biais, que les choses s'effondraient pour eux. La dernière entreprise de Nat a discrètement fermé ses portes. Pas de grande annonce de faillite. Juste un panneau, à louer, sur la vitrine. Un jour, Karen a perdu son emploi, dans l'agence immobilière. Pas suite à un licenciement public, mais par une vague mise à jour LinkedIn, sur la « recherche de nouvelles opportunités ». La rumeur disait que quelqu'un avait mentionné la tentative de fraude à son patron. Et qu'elle avait été licenciée discrètement, pour éviter toute association avec des malversations hypothécaires. Mes parents ont commencé à éviter les appels des membres de la famille, à qui ils avaient emprunté de l'argent. Ils ont arrêté de se montrer au country club. Leurs voitures ont disparu, remplacées par des modèles beaucoup plus anciens. La saisie a eu lieu sans fanfare. Juste une annonce sur le site web du comté, et plus tard, un panneau d'agents immobiliers, dans leur jardin. L'ordonnance restrictive a été accordée après 2 audiences reportées, et une pile de paperasse. Lorsque l'avis officiel est finalement arrivé, cela m'a semblé anticlimatique. Juste un document, stipulant qu'il devait légalement se tenir à 150 mètres de moi, et de ma propriété. 6 mois après la grande confrontation, j'ai reçu un message vocal de Nat. Sa voix était posée. Rien de sa fanfaronnade habituelle. Salut, c'est moi. Je sais que tu ne veux probablement pas parler. Mais les temps sont durs, en ce moment. On est chez les parents de Karen, mais ça ne se passe pas bien. Les enfants ont du mal. Je me demandais si, peut-être. Si peut-être, on pouvait trouver un arrangement. Je l'ai supprimé, sans répondre. La banque a formellement accusé mes parents de tentative de fraude au prêt. Ils ont évité la prison, mais ont écopé d'une mise à l'épreuve et de lourdes amendes. Leur réputation, qu'ils avaient toujours été obsédés à maintenir, était en lambeaux. J'ai croisé ma mère à l'épicerie, 6 mois plus tard. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Elle portait des vêtements que je ne reconnaissais pas. Moins chers, usés. Elle a commencé à s'approcher de moi, puis s'est arrêtée, se souvenant de l'ordonnance restrictive. Mon fils, on a besoin d'aide, a-t-elle crié, à travers l'allée. On n'a nulle part où aller. Je l'ai regardée, et elle a semblé confuse. Nous sommes une famille. Oui, ai-je dit, nous ne le sommes pas, mais on n'a nulle part où aller, a-t-elle répété. Après m'avoir fait me battre pour chaque miette, toute ma vie. Après m'avoir vu cumuler 3 emplois, pour payer mes études, pendant que vous payiez les frais de scolarité de Nat. Après avoir essayé de prendre la seule chose que j'ai construite pour moi-même. Vous vous attendez à ce que je vous sorte du pétrin maintenant? Son visage s'est durci. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai coupé, avec un rire. Tais-toi. N'ose même pas prétendre que vous avez fait quoi que ce soit pour moi. Vous ne m'avez donné que de la souffrance. Waouh. Je ne savais pas que tu étais devenu aussi sans cœur. Elle a dit, au revoir, maman. Je l'ai regardé s'éloigner, et je n'ai rien ressenti. Ma dernière interaction avec Nat a eu lieu environ 9 mois, après que tout se soit effondré. Il s'est présenté à mon lieu de travail. Ayant découvert, d'une manière ou d'une autre, où se trouvait mon bureau. La sécurité m'a appelé, pour me prévenir que quelqu'un, prétendant être mon frère, était dans le hall, et faisait une scène. Je suis descendu, pour trouver un Nat, qui ne ressemblait plus du tout à celui d'avant. La posture assurée avait laissé place à un affaissement d'effet. Mais le sentiment de supériorité était toujours là, juste sous la surface. 5 minutes, a-t-il dit, quand il m'a vu. Donne-moi juste 5 minutes. J'ai pointé du doigt l'agent de sécurité. L'ordonnance restrictive, dit 150 mètres. Là, on est à environ 5. Tu veux ajouter une violation de l'ordonnance, à ton casier? J'essaie d'arranger les choses, a-t-il insisté. Nous sommes frères. Nous sommes des correspondances ADN. C'est tout. Maman et papa perdent tout, a-t-il dit, la voix brisée. Ils seront bientôt à la rue. Et alors?
Jésus, mec. Et un cœur. Ce sont nos parents. Je l'ai dévisagé. C'est drôle, comme la famille ne compte que quand on a besoin de quelque chose. Tu ne te souciais pas de la famille, quand ton gamin vandalisait ma voiture. Ou quand vous essayez de voler ma maison. Ou quand vous falsifiez des documents, avec mon nom dessus. J'ai fait des erreurs. D'accord, je l'admets. Mais ils vont tout perdre. Ils ont déjà tout perdu, ai-je répondu. En te soutenant, au lieu de nous traiter équitablement. En hypothéquant leur avenir, pour tes échecs. Il a eu l'audace, de paraître offensé. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Tu les punis, parce que tu penses qu'ils m'aimaient plus. Non, ai-je dit. Je me protège, de personnes qui ont essayé de me voler. C'est aussi simple que ça. Alors que la sécurité l'escortait dehors, il m'a crié, tu le regretteras. La famille, c'est tout ce qu'on a, à la fin. Je suis retourné à mon bureau, et j'ai fermé la porte. En pensant à ce qu'il avait dit. La famille, c'est tout ce qu'on a, à la fin. C'était peut-être vrai pour certaines personnes. Mais pas pour moi. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. Les mois suivants ont été paisibles. J'ai eu une promotion au travail, j'ai fini les rénovations de ma maison, et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui respectait les limites. Je sortais la Dodge les week-ends, le moteur tournant comme une bête. Parfois, Rick et l'oncle Robert venaient avec moi. C'est ça, le truc avec la famille. Ce n'est jamais une question de sang. C'est une question de respect. Les gens qui ont essayé de prendre ce qui était à moi, n'étaient pas ma famille. C'étaient des voleurs. Ma maison, ma voiture, ma vie. J'ai mérité chaque parcelle. Personne ne pourra jamais me prendre ça.